Dans cette vidéo sur les notions de statistique essentielles à connaître, nous allons explorer ensemble les fondamentaux de la statistique qui sont indispensables pour comprendre et analyser les données de manière efficace. Vous découvrirez les concepts clés tels que l'analyse descriptive et inférentielle, la distinction cruciale entre corrélation et causalité, l'importance de la loi normale, de la loi des grands nombres, ainsi que le célèbre test du Qui-2, un outil incontournable pour tester les relations entre les variables. Nous aborderons également l'analyse de la variance, ANOVA, une méthode puissante pour comparer plusieurs groupes et tirer des conclusions solides. Que vous soyez débutant ou en quête de renforcement de vos compétences, cette vidéo vous fournira les bases nécessaires pour exceller dans l'analyse de données. La différence entre statistique descriptive et statistique inférentielle, comprendre les données pour prendre des décisions éclairées. La statistique est une branche des mathématiques qui permet de collecter, d'organiser, d'analyser et d'interpréter des données numériques. Elle est utilisée dans de nombreux domaines tels que la recherche scientifique, la finance, la médecine et l'économie. Il existe deux types de statistiques, la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Nous allons explorer les différences entre ces deux types de statistiques, ainsi que leurs utilisations et applications. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Statistique descriptive. La statistique descriptive est le processus de collecte, d'organisation et de présentation de données numériques sous forme de tableaux, de graphiques ou de mesures résumées telles que la moyenne, la médiane et le mode. Elle permet de décrire les caractéristiques d'un ensemble de données, telles que leur tendance centrale, leur dispersion et leur forme. La statistique descriptive est largement utilisée pour résumer et présenter des données dans des rapports, des articles de recherche et des présentations. Elle est également utilisée pour identifier des modèles et des tendances dans les données, ainsi que pour détecter des valeurs aberrantes ou des erreurs de mesure. Statistique inférentielle. La statistique inférentielle est le processus de généralisation à partir d'un échantillon de données pour faire des inférences sur une population plus large. Elle utilise des techniques telles que les intervalles de confiance et les tests d'hypothèse pour tirer des conclusions sur une population en se basant sur un échantillon représentatif. La statistique inférentielle est utilisée pour tester des hypothèses et prendre des décisions sur la base de données limitées. Elle est également utilisée pour évaluer l'efficacité des traitements médicaux, prévoir les résultats électoraux et évaluer les risques financiers. Différence entre statistique descriptive et statistique inférentielle. La principale différence entre la statistique descriptive et la statistique inférentielle est que la première décrit les caractéristiques d'un ensemble de données, tandis que la seconde utilise des échantillons pour faire des inférences sur une population plus large. La statistique descriptive est utilisée pour résumer et présenter des données, tandis que la statistique inférentielle est utilisée pour prendre des décisions et faire des prévisions sur la base de données limitées. En outre, la statistique descriptive ne nécessite pas d'hypothèse sur la population, alors que la statistique inférentielle repose sur des hypothèses sur la population. Utilisation et application de la statistique descriptive. La statistique descriptive est utilisée dans de nombreux domaines pour résumer et présenter des données de manière claire et concise. Elle est utilisée dans les rapports de recherche, les présentations d'entreprises et les publications scientifiques pour présenter des résultats de manière efficace. Elle est également utilisée pour identifier des modèles et des tendances dans les données, ainsi que pour détecter des valeurs aberrantes ou des erreurs de mesure. La statistique descriptive est essentielle pour comprendre les données et prendre des décisions éclairées. Utilisation et application de la statistique inférentielle. La statistique inférentielle est utilisée dans de nombreux domaines pour prendre des décisions sur la base de données limitées. Elle est utilisée dans la recherche médicale pour évaluer l'efficacité des traitements, dans la finance pour évaluer les risques et dans les élections pour prédire les résultats électoraux. La statistique inférentielle est également utilisée pour tester des hypothèses et prendre des décisions sur la base de données limitées. Elle est essentielle pour comprendre les données et prendre des décisions éclairées. La loi des grands nombres, les probabilités à grande échelle. Nous allons explorer l'un des concepts les plus fondamentaux de la statistique et de la probabilité. La loi des grands nombres est une théorie qui explique comment la moyenne d'un grand nombre d'échantillons se rapproche de la moyenne de la population totale. Cette loi est cruciale pour comprendre les tendances et les modèles dans les données, ce qui peut avoir des implications significatives dans de nombreux domaines, y compris la finance, l'économie et la science. Définition de la loi des grands nombres. Maintenant que nous avons introduit le concept de la loi des grands nombres, examinons-le en détail. La loi des grands nombres stipule essentiellement que plus vous avez d'échantillons, plus la moyenne de ces échantillons se rapprochera de la moyenne de la population totale. Par exemple, si vous lancez une pièce de monnaie un grand nombre de fois, la proportion de tête et de queue se rapproche de 50/50. C'est parce que plus vous lancez la pièce, plus la proportion de tête et de queue se rapprochera de la moyenne attendue de 50/50. Application de la loi des grands nombres. Maintenant que nous avons compris la théorie derrière la loi des grands nombres, examinons quelques-unes de ses applications dans le monde réel. La loi des grands nombres est utilisée dans de nombreux domaines, notamment la finance, l'économie, la science et même les jeux de hasard. Par exemple, les compagnies d'assurance utilisent la loi des grands nombres pour évaluer les risques et calculer les primes.
Les scientifiques utilisent également cette loi pour déterminer la fiabilité de leurs résultats expérimentaux en effectuant plusieurs essais. Limite de la loi des grands nombres. Bien que la loi des grands nombres soit un concept puissant, elle présente également certaines limites. Par exemple, cette loi suppose que les échantillons sont indépendants et identiquement distribués, ce qui peut ne pas être le cas dans toutes les situations. En outre, la loi des grands nombres ne garantit pas que les échantillons se rapprocheront toujours de la moyenne de la population totale. Dans certains cas, il peut y avoir des facteurs externes qui influencent les résultats, ce qui peut entraîner des écarts importants par rapport à la moyenne attendue. Conclusion. Nous avons exploré la loi des grands nombres, une théorie fondamentale de la statistique et de la probabilité. Nous avons vu comment cette loi peut être appliquée dans de nombreux domaines différents et comment elle peut aider à identifier les tendances et les modèles dans les données. La loi normale, comprendre la distribution de probabilité. La loi normale, également connue sous le nom de la distribution normale, est une distribution de probabilité continue qui est souvent utilisée en statistique. Elle est caractérisée par sa forme en cloche et est largement utilisée pour modéliser des phénomènes naturels tels que la taille, le poids, la vitesse, etc. Les propriétés de la loi normale. La loi normale est définie par deux paramètres, la moyenne et l'écart type. La courbe de la loi normale est symétrique autour de la moyenne et son écart type détermine la largeur de la courbe. L'utilisation de la loi normale. La loi normale est largement utilisée en statistique pour modéliser des phénomènes naturels tels que la taille, le poids, la vitesse, etc. Elle est également utilisée pour calculer des probabilités dans diverses situations, telles que la probabilité qu'un échantillon soit dans une plage donnée ou la probabilité qu'une mesure dépasse un certain seuil. Les applications de la loi normale. La loi normale est utilisée dans de nombreux domaines, tels que l'économie, la finance, les sciences sociales et naturelles, etc. Elle est également utilisée dans la conception de tests statistiques pour déterminer si un échantillon provient d'une population normale ou non. Les limites de la loi normale. Bien que la loi normale soit largement utilisée en statistique, elle ne convient pas à tous les types de données. Elle suppose que les données suivent une distribution normale, ce qui peut ne pas être le cas dans de nombreuses situations réelles. Conclusion. La loi normale est une distribution de probabilité continue largement utilisée en statistique pour modéliser des phénomènes naturels et calculer des probabilités. Bien qu'elle ne convienne pas à tous les types de données, elle reste un outil précieux pour les statisticiens et les chercheurs dans de nombreux domaines. Le test du Qui2, indépendance et conformité. Le test du Qui2 est un test statistique utilisé pour déterminer si deux variables sont indépendantes ou non. Il est souvent utilisé dans les études de marché, les sondages d'opinion et les enquêtes pour déterminer si deux variables sont liées ou non. Nous allons explorer comment appliquer le test du Qui2 avec une table de contingence et une formule pour déterminer si deux variables nominales sont indépendantes ou non. Indépendance. Le test du Qui2 peut être utilisé pour déterminer si deux variables sont indépendantes l'une de l'autre. Si le test montre que les variables sont indépendantes, cela signifie qu'il n'y a pas de relation significative entre les deux variables. Conformité. Le test du Qui2 peut également être utilisé pour déterminer si une variable suit une distribution donnée. Cela permet de vérifier si les données collectées suivent une tendance attendue ou si elles sont aléatoires. Comment ça marche? Le test du Qui2 compare les données observées avec les données attendues. Il utilise un tableau de contingence pour organiser les données en fonction des variables étudiées et calcule ensuite la valeur du test. La première étape pour appliquer le test du Qui2 consiste à créer une table de contingence. Cette table croise les deux variables nominales que vous souhaitez comparer et affiche le nombre d'observations pour chaque combinaison de catégories. Par exemple, si vous voulez comparer le sexe et la préférence alimentaire, vous pouvez créer une table de contingence qui montre le nombre d'hommes et de femmes qui préfèrent la viande, les légumes ou les fruits. Interprétation des résultats. La valeur du test du Qui2 est comparée à une valeur critique pour déterminer si les variables sont indépendantes ou non. Si la valeur du test est inférieure à la valeur critique, les variables sont considérées comme indépendantes. Si la valeur du test est supérieure à la valeur critique, les variables ne sont pas indépendantes. Formule du test du Qui2. Une fois que vous avez créé votre table de contingence, vous pouvez utiliser la formule du test du Qui2 pour calculer la valeur de test. La formule théorique est donnée par la somme des ratios entre les carrés des différences entre nombres observés et nombres attendus sur les nombres attendus dans chaque cellule si les variables étaient indépendantes. La valeur de test obtenue est comparée à une valeur critique dans une table de distribution du Qui2 pour déterminer si les variables sont indépendantes ou non. Si la valeur de test est supérieure à la valeur critique, les variables ne sont pas indépendantes avec un certain niveau de confiance. Exemple chiffré. Prenons l'exemple d'une étude sur l'efficacité d'un nouveau médicament contre la douleur. Les chercheurs ont recruté 200 participants et ont enregistré leur sexe et leur réponse au traitement, amélioration, pas d'amélioration. La table de contingence montre que 60 hommes et 40 femmes ont connu une amélioration, tandis que 30 hommes et 70 femmes n'ont pas connu d'amélioration. En utilisant la formule du test du Qui2, nous trouvons une valeur de test de 15,6. En comparant cette valeur à la table de distribution du Qui2, nous constatons qu'elle est supérieure à la valeur critique pour un niveau de confiance de 95%. Par conséquent, nous pouvons conclure que le sexe et la réponse au traitement ne sont pas indépendants. Conclusion.
En conclusion, le test du Qui2 est une méthode statistique utile pour déterminer si deux variables nominales sont indépendantes ou non. En utilisant une table de contingence et une formule, vous pouvez calculer la valeur de test et déterminer si les variables sont liées ou non. Cependant, il est important de considérer les limitations du test du Qui2, telles que son incapacité à mesurer la force de la relation entre les variables et son influence par la taille de l'échantillon. En gardant ces limitations à l'esprit, le test du Qui2 peut être un outil précieux pour l'analyse de données dans divers domaines de recherche. Maîtriser l'analyse de la variance, les clés pour comprendre. Le test d'analyse de la variance, ANOVA, est une méthode statistique utilisée pour comparer les moyennes de plusieurs groupes. Il est souvent utilisé dans les études expérimentales pour déterminer si une variable indépendante a un effet significatif sur une variable dépendante. L'ANOVA est basée sur l'hypothèse nulle selon laquelle il n'y a pas de différence significative entre les moyennes des groupes comparés. Si cette hypothèse est rejetée, cela signifie qu'il y a une différence significative entre au moins deux des groupes. Type d'ANOVA. Il existe plusieurs types d'ANOVA, notamment l'ANOVA à un facteur et l'ANOVA à deux facteurs. L'ANOVA à un facteur est utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes ou plus en fonction d'un seul facteur, tandis que l'ANOVA à deux facteurs est utilisé pour comparer les moyennes en fonction de deux facteurs différents. Dans l'ANOVA à deux facteurs, il est possible d'analyser l'effet principal de chaque facteur ainsi que leur interaction. L'interaction entre deux facteurs se produit lorsque l'effet d'un facteur dépend du niveau de l'autre facteur. Les étapes de l'ANOVA. La première étape de l'ANOVA consiste à formuler une hypothèse nulle selon laquelle il n'y a pas de différence significative entre les moyennes des groupes comparés. Ensuite, il est nécessaire de collecter des données et de calculer les moyennes et les variances de chaque groupe. Une fois les moyennes et les variances calculées, il est possible de calculer la somme des carrés totaux, SCT, la somme des carrés entre les groupes, SCG, et la somme des carrés intragroupes, SCI. Ces valeurs sont ensuite utilisées pour calculer la statistique F, qui permet de déterminer si l'hypothèse nulle doit être rejetée ou non. Interprétation des résultats. Si la statistique F est supérieure à la valeur critique correspondant au niveau de confiance choisi, l'hypothèse nulle doit être rejetée, ce qui signifie qu'il y a une différence significative entre au moins deux des groupes. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser des tests post-hoc pour déterminer quelle paire de groupes présente des différences significatives. Si la statistique F est inférieure à la valeur critique, cela signifie qu'il n'y a pas de différence significative entre les moyennes des groupes comparés. Cependant, il est important de noter que même si l'hypothèse nulle est acceptée, cela ne signifie pas nécessairement que toutes les moyennes sont égales. Il est possible que certaines moyennes soient différentes mais que ces différences ne soient pas suffisamment importantes pour être considérées comme significatives. Limitation de l'ANOVA. Bien que l'ANOVA soit une méthode statistique puissante, elle présente également certaines limitations. Tout d'abord, elle suppose que les données sont normalement distribuées et que les variances des groupes sont égales. Si ces conditions ne sont pas remplies, les résultats de l'ANOVA peuvent être biaisés. De plus, l'ANOVA ne permet pas de déterminer la direction de la différence entre les groupes. Par exemple, si l'ANOVA révèle une différence significative entre les moyennes de deux groupes, il est impossible de savoir lequel des deux groupes a une moyenne plus élevée ou plus faible sans utiliser des tests post-hoc supplémentaires. Conclusion. En conclusion, le test d'analyse de la variance est une méthode statistique utile pour comparer les moyennes de trois groupes ou plus. Il permet de déterminer si une variable indépendante a un effet significatif sur une variable dépendante et peut être utilisé dans de nombreuses applications scientifiques et industrielles. Cependant, il est important de prendre en compte les limitations de l'ANOVA et de s'assurer que les données répondent aux hypothèses sous-jacentes avant de l'utiliser. En outre, il est recommandé d'utiliser des tests post-hoc pour déterminer quelle paire de groupes présente des différences significatives. Corrélation ou causalité, démêler le vrai du faux. La différence entre corrélation et causalité. Bien que ces deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, il est crucial de comprendre leur distinction pour éviter les erreurs courantes dans l'interprétation des données. Imaginez que vous avez une corrélation forte entre deux variables, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une relation de cause à effet entre elles. C'est pourquoi il est important de comprendre la différence entre corrélation et causalité, afin de ne pas tirer de conclusions erronées. Nous allons explorer cette différence en utilisant des exemples concrets et en expliquant pourquoi il est si important de la comprendre. Corrélation vs causalité. La corrélation est une relation statistique entre deux variables qui peuvent être liées sans qu'il y ait de lien de cause à effet. Par exemple, il y a une forte corrélation entre la consommation de glace et le nombre de noyades chaque année, mais cela ne signifie pas que manger de la glace cause des noyades. Il est important de comprendre que la corrélation ne prouve pas la causalité. La causalité, en revanche, implique un lien de cause à effet entre deux variables. Par exemple, si vous fumez, vous êtes plus susceptible de développer un cancer du poumon. Dans ce cas, il y a une relation de cause à effet entre le tabagisme et le cancer du poumon. Il est important de comprendre cette différence pour éviter les erreurs d'interprétation des données. Exemple de corrélation. Prenons l'exemple de la consommation de glace et de noyades. Il existe une corrélation positive entre les deux, c'est-à-dire que lorsque la consommation de glace augmente, le nombre de noyades augmente également.
Cependant, cela ne signifie pas que manger de la glace cause des noyades. En réalité, il y a une variable cachée qui influence les deux, la température. Pendant les mois d'été, la température augmente, ce qui conduit à la fois à une augmentation de la consommation de glace et à une augmentation du nombre de personnes qui vont nager et risquent de se noyer. Il est important de comprendre que la corrélation ne prouve pas la causalité et que les relations complexes peuvent être en jeu. Il est donc essentiel de considérer toutes les variables pertinentes avant de tirer des conclusions hâtives. Exemple de causalité. Un exemple courant de causalité est la relation entre la consommation de cigarettes et le cancer du poumon. Des études ont montré qu'il existe une forte corrélation entre les deux, mais cela ne signifie pas que fumer des cigarettes cause nécessairement le cancer du poumon. Cependant, il y a une preuve solide que le tabagisme est un facteur de risque majeur pour le cancer du poumon, ce qui suggère une relation de causalité. La différence entre la corrélation et la causalité est subtile mais importante. La corrélation signifie simplement qu'il y a une relation entre deux variables, tandis que la causalité implique que l'une des variables affecte directement l'autre. Comprendre cette distinction peut aider à éviter de tirer des conclusions erronées à partir de données corrélatives. L'importance de comprendre la différence. Comprendre la différence entre corrélation et causalité est essentiel pour éviter les erreurs d'interprétation qui peuvent avoir des conséquences graves. Par exemple, supposons que nous observions une forte corrélation entre le nombre de pompiers sur le terrain et le nombre d'incendies éteints. Si nous concluons de cette corrélation que plus de pompiers sur le terrain réduisent le nombre d'incendies, nous commettons une erreur de causalité. En réalité, il peut y avoir une cause cachée à la fois pour l'augmentation du nombre de pompiers et la diminution du nombre d'incendies, comme une augmentation des fonds alloués au service d'incendie. Un autre exemple courant est la corrélation entre la consommation de glace et le taux de criminalité. Bien qu'il puisse sembler logique de conclure que la consommation de glace conduit à une augmentation de la criminalité, en réalité, il y a une cause cachée commune, la chaleur estivale. Comprendre la différence entre corrélation et causalité nous permet d'éviter ces erreurs d'interprétation et de prendre des décisions plus éclairées basées sur des preuves solides. Conclusion. En conclusion, il est crucial de comprendre la différence entre corrélation et causalité. Bien que les deux concepts soient souvent liés, ils sont fondamentalement différents et peuvent avoir des conséquences très différentes sur nos vies. En comprenant cette distinction, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et éviter de tirer des conclusions erronées. Nous avons vu comment une corrélation ne signifie pas nécessairement une causalité, et comment une causalité peut être démontrée par des expériences contrôlées. Nous avons également examiné des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Il est important de garder à l'esprit que la recherche scientifique est un processus continu et que de nouvelles découvertes peuvent remettre en question ce que nous pensions savoir. En fin de compte, nous sommes tous responsables de notre propre compréhension et de notre propre utilisation de l'information disponible. En appliquant ce que nous avons appris aujourd'hui, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et contribuer à un monde plus juste et plus équitable. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.